Initialement prévu en août de cette année, l'élection présidentielle au Gabon est ramenée en avril. Une anticipation qui laisse à s'interroger à plus d'un titre, mesdames et messieurs. Ça sera l'une des principales, je voudrais dire l'une des principales articulations de votre émission de ce soir. Quand à côté de cela, nous allons jumeler cette pensée, cette réflexion en mélangeant tout simplement ce qui se passe en Afrique pour parler des élections dans notre continent. On laisse comprendre à travers les actes et même les gestes de certains que cela reste à craindre à tout moment. On va donc s'interroger sur cet autre aspect, sur les élections dans notre continent le plus cher au monde, l'Afrique. Mesdames et messieurs, vous avez compris sur l'ossature de votre émission de ce soir, Ourou Africa, lorsqu'il est 21h passé de 2 minutes à Koumietuta. Nous sommes dans le village justement de l'arrondissement de Memesala, département du Djelobo. Nous sommes dans la région du sud. C'est la même heure que partagent avec nous ceux qui nous regardent depuis Lélé. Et ça, c'est du côté du Tchad. Nous sommes en direct de votre chaîne de télévision de proximité et pour le vivre ensemble, c'est Info Télévision. Ce soir, c'est comme d'habitude, nous allons essayer de rester panafricains avec toute la simplicité qui s'impose avec les différents panélistes qui ont été conviés pour la circonstance. Ils seront juristes, politiciens, politologues, oui, comme quelqu'un l'a déjà soufflé à côté, et ils seront même aussi internationalistes pour comprendre tout simplement l'enjeu de notre présence ce soir pour les deux principales thématiques que j'ai énumérées il y a quelques instants. Je vous salue du côté du Tchad, je vous salue du côté du Gabon, je vous salue, vous qui nous regardez depuis la RCA, je salue tous les Africains qui regardent ce programme qui se nomme Ourou Africa. Soyez les bienvenus et c'est dans quelques secondes seulement que nous allons lancer principalement notre émission, tout simplement en commençant par présenter ceux qui partagent l'instant avec nous pour signifier la présence effective de celui-là qui s'est laissé justement entendre à travers sa pertinence comme politologue. Et oui, la pertinence qui a traversé depuis très longtemps les frontières avec tout ce qu'il a eu à dire, à faire pour parler de la politique dans le sens national et même international. Et voilà pourquoi toutefois qu'il a été désigné un sujet qui va dans ce sens-là, il ne serait pas justement anodin de penser à parler de lui et surtout à l'inviter sur le plateau. Il s'agit, vous l'aurez imaginé, de Paul Stéphane Menouga qui nous fait l'insigne honneur de partager l'instant avec nous. Bonsoir très cher. Bonsoir à Jean-Bruno et Fangon, bonsoir aux copanélistes et bonsoir à tous les Africains, comme vous l'avez si bien dit. C'est toujours un privilège d'être convié dans l'un des programmes d'Info TV, la chaîne de proximité, la chaîne qui monte comme un de vos confrères a l'habitude de le dire. Nous espérons qu'aujourd'hui, une fois de plus, nous serons à la hauteur des sujets qui sont mis en débat. Merci Stéphane d'être parmi nous et surtout d'avoir accepté notre invitation de ce soir. C'est toujours un plaisir incommensurable de savoir que toutefois que vous avez été convié, vous avez répondu sans hésiter. Lui, c'est pareil parce que à travers notre chaîne Info TV, depuis sa création, il n'a jamais lésiné sous son temps pour répondre présent, quel que soit le sujet, et surtout quand celui-ci concerne le Cameroun et l'Afrique toute entière. On parle de la politique. Tout à l'heure, j'ai énuméré en quelque sorte les deux principales articulations qui vont meubler notre espace 21h, 22h30. Et aujourd'hui, il est là pour répondre activement à cette forte demande qui va parler du Cameroun,
de l'Afrique et même peut-être aussi du reste du monde. Nous restons panafricains avec un journaliste de taille, de pointe, qui a répondu aussi présent à notre invitation. Il s'agit de Simon Metengue. Bonsoir. Bonsoir, M. Fangono. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Je rappelle que c'est une émission, c'est une palabre des Africains. Et donc nous parlerons africain. Je sors de la capitale départementale de la Liki, sur les berges de la Sanaga. C'est un endroit très beau à vivre et c'est là également où les chefs se sont réunis dernièrement pour accueillir le message des ancêtres. Ils l'ont délivré d'abord sur ces berges de la Sanaga. Pour ceux qui nous suivent à l'international, qui ne sont pas camerounais, la Sanaga c'est toute la mythique de la force de l'eau. Parce que c'est le plus long fleuve du Cameroun, il traverse pratiquement 5 ou 6 régions sur les 10. Et c'est un fleuve qui a une très grande histoire. Et justement, je salue tous les chefs. Vous n'allez pas la refaire ici? Je salue donc tous les chefs qui étaient de ce côté et qui nous ont humblement donné le message que nous avons très bien reçu. Cette réception est partagée parce que ce message du chef, il est déjà connu. Et justement, vous nous laissez le soin d'aller présenter le reste des panélistes qui nous font l'insigne honneur aujourd'hui de partager ce plateau. Il s'agit à côté de Paul-Stéphane Menouga, de quelqu'un qui reste dans une logique, je voudrais dire, maternelle, parce que depuis son bas âge, il a pensé à réfléchir sur la science et même aussi la connaissance parfaite de tout. C'est vrai qu'à un certain moment, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut tout maîtriser? Mais lui, quand même, il peut se vanter parce qu'il est épistémologue. J'y arrive. Ça, c'est pour parler du docteur Faustin Etouké. Bonsoir. Bonsoir Jean-Bruno Ifangono. Vous avez le nom d'un de mes anciens enseignants à l'université de Yaoundé 2. Docteur Ifangono, je l'ai connu, on était très amis. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Info TV, à votre top management, qui est un ancien de l'université de Yaoundé comme moi. Bon, promotion un peu antérieure. Bonsoir à nos nombreux panafricanistes, à l'équipe en studio. Et c'était un plaisir renouvelé d'être à EuroAfrica. Je crois que c'est ma première émission de l'année 2025 pour EuroAfrica. Voilà, je suis content d'être là. Et pour l'épistémologie, comme vous avez parlé, bon oui, c'est peut-être depuis très jeune. C'est une quête continue. Et si on peut le dire en 30 secondes... Je voudrais bien le savoir. Il faudrait savoir que nous sommes faits à l'image, à la ressemblance de Dieu, que nous soyons conscients ou pas. Ça veut dire en nous, il y a des germes d'omniscience, d'omnipotence et d'omniprésence. Ce sont des choses qui peuvent être cultivées pour ceux qui ont la volonté, la foi. Ça demande beaucoup d'heures par jour. Il faut donc repousser les barrières qui sont peut-être... pédagogique, c'est-à-dire vous ne pouvez pas tout enseigner à un enfant le même jour, mais si vous donnez des cours de mathématiques, c'est que vous partez du principe que le gars peut comprendre les mathématiques. Si après vous donnez des cours de philosophie, vous partez du principe qu'il peut comprendre. Donc un épistémologue, c'est quelqu'un qui rejette le fait qu'on lui dise, vous étiez en terminale il y a 30 ans, en tout cas pour mon cas, il y a 30 ans, et on vous dit, bon, les maths que vous avez appris là, ça ne servira pas dans la vie réelle, la philosophie que vous avez appris, c'était pour avoir des points. Les connaissances doivent être contextualisées, actualisées, elles ne doivent jamais mourir. Il faut garder la flamme éveillée. C'est pour ça que dans mon cursus universitaire, vous verrez que j'ai jumelé l'ingénierie, les sciences sociales, la théologie, etc. En fait, nous sommes tous à l'image de Dieu. Je ne voudrais pas choquer les religieux en disant nous sommes des dieux ou des petits dieux, mais c'est exactement ce que nous sommes, au-delà de l'apparence matérielle que nous avons, dont l'épistémologie est la fin naturelle de tout homme qui devient conscient de ce qu'il est. Vous voulez qu'on acte toutes les connaissances acquises? Oui. Acter, pratiquer. Acter, actualiser, synthétiser, maintenir, éveiller. Merci beaucoup. Lorsqu'on vous appelle, on vous demande votre date de naissance, vous ne réfléchissez pas. Il faut demander comment c'est possible. 28 avril 1985. Voilà, vous faites ça comment?
pourquoi cette connaissance est présente, elle est actuelle, elle est dans votre conscient. Donc, la plupart des connaissances peuvent obéir à ce mécanisme-là. Merci beaucoup. Il faut simplement... Merci à vous, docteur Faustin Etouké, d'avoir accepté notre invitation. Le 4e invité pour faire le plateau plein de notre émission Ouvre Africa. Cette saison qui commence, mesdames et messieurs, celui-là que nous allons présenter est quelqu'un qui est en train de faire dans la recherche approfondie. Dans les prochains mois, je ne trahis pas un secret, il sera docteur en la matière pour parler des 2 thèmes que j'ai survolés pour dire le Gabon à côté, qui nous a prévu organiser ces élections en août 2025, mais qui la rapproche parce que c'est une élection en avril prochain. On parle également des élections d'une manière générale en Afrique. Ça sonne comme une crainte quelconque, mais lui, il a justement depuis un certain temps pensé se pencher sur ces questions, et c'est pourquoi il sera même de parler avec beaucoup d'aisance sur les 2 sujets énumérés. Il s'agit de l'aspirant docteur qui nous fait l'insigne honneur aujourd'hui de partager le temps avec nous, Jean-Marie Anvama. Il est critique littéraire. Bonsoir. Bonsoir Jean-Bruno. Bonsoir à tous les copanélistes. Je voudrais d'abord exprimer ma sympathie à vos milliers de téléspectateurs de par le monde qui sont devenus de fervents followers de Info TV, la chaîne du Vivre Ensemble. Ma sympathie va également à l'endroit du PDG qui ne ménage aucun effort pour donner au personnel de cette auguste maison le confort minimal à l'effet de sacrifier à la demande du peuple qui est justement basé sur l'information, mais alors la bonne information. Pour peut-être être complet sur ma modeste personne, je salue la Grèce que vous avez eue pour parler de mes aspirations dans le domaine de la recherche. Évidemment, je me penche sur les questions liées à la mondialité. Et qui dit mondialité, nous sommes en plein dans ce que le monde est, comment le monde se présente, comment il est construit, comment il s'imbrique dans les chocs, dans les entrelacements et tout ce qui va avec les révolutions. C'est un peu la thématique à laquelle je suis sensible, et parfois on m'a souvent fait le procès de me mêler trop du politique dans mon approche de la littérature, et comment ne pas le confesser si tant est que la littérature est fille de la société et partant le miroir de la société, pour reprendre ce paradigme de Stendhal. Merci de m'avoir honoré, et c'est ma première fois de participer à cette auguste émission Ouvre Africa, avec une consonance panafricaniste que j'apprécie fort, évidemment. Merci. Vous l'avez si bien dit, et c'est de ça qu'il s'agit, pour paraphraser un concitoyen camerounais qui aujourd'hui dépose depuis pratiquement 1 mois et demi ses valises dans un pays frère et ami. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, de qui il s'agit. Je voudrais saluer tout simplement notre très cher collègue Stéphane Mbarga, de plus en plus mieux après une situation de maladie qui va certainement nous rejoindre dans les tout prochains jours. Mesdames et messieurs, c'est le temps tout simplement d'une petite transition, et puis on rentre dans le vif du sujet avec la première articulation de ce soir concernant le Gabon sur l'élection présidentielle dans cet autre pays africain. À tout à l'heure. Ah oui, Stéphane, je l'ai salué. Et ici sur le plateau, nous avons son homonyme. C'est avec vous que nous commençons pour aborder cette actualité qui résonne comme de l'inattendu, parce que on nous a fait comprendre que tout ira de mieux avec un canevas bien compris, bien établi. Mais contre toute attente, on se dit, voilà, en avril prochain, du côté du Gabon, on va passer aux urnes pour élire le nouveau président gabonais.
Oui, c'est vrai que c'est surprenant. Ça relève même du paranormal parce que en Afrique, on est habitué que lorsqu'on a des transitions, on prolonge le mandat de la transition 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois, jusqu'à ce qu'on se mette même à débattre justement sur la question de la transition. Mais sauf qu'au Gabon, on se rend compte que les délais de la transition et les timings qui ont été donnés sont scrupuleusement respectés, au point où on arrive même à anticiper ou à, j'ai envie de dire, programmer les élections avant la date qui avait été donnée. Et ça m'a mené à m'interroger sur beaucoup de choses. Vous savez, un pouvoir doit être légitime et légal. Et c'est la légitimité qui donne, j'ai envie de dire, du crédit aux actes qu'un dirigeant pose. Et tout le monde sait aujourd'hui que le général Oligui Nguema, il a accédé au pouvoir par des voies anticonstitutionnelles. En conséquence, son pouvoir souffre d'un déficit de légitimité. Ça, c'est une réalité qu'il faudrait d'abord qu'on se dise. Ça veut dire que même quand il pose des actions qui, j'ai envie de dire, permettent au peuple gabonais d'être épanoui, il manque quelque chose. On appelle ça la légitimité. Du coup, je me dis, ça c'est mon point de vue, que l'anticipation des élections consiste justement à aller à la conquête de cette légitimité-là. Vous savez, Max Weber parle du monopole de la violence physique légitime. Ça veut dire quand vous n'êtes pas légitime, votre violence est illégitime, parce que c'est tout ça qui fait de vous un véritable leader. Et je veux poursuivre en disant que c'est vrai, au départ, le président Oligui avait dit qu'il allait rendre le pouvoir aux civils. Ça, c'est important de le préciser. Mais sauf qu'on a l'impression que beaucoup de choses ont évolué. Parce que quand vous scrutez le code électoral gabonais, il y a une possibilité qu'il soit candidat en étant militaire. Parce que le code électoral gabonais qui a été adopté aujourd'hui permet aux militaires en fonction et aux magistrats d'être candidats à condition qu'ils se mettent, ils font simplement ce qu'on appelle une mise à disposition. Ça veut dire s'il arrive à gagner une élection, j'ai envie de dire, sa fonction de militaire sera suspendue pendant cette période et il exercera son mandat de président de la République. Donc, cet ajout-là dans le code électoral amène beaucoup de personnes à penser que le président Oligui Nguema a pris le goût du pouvoir et il a l'intention d'être candidat et peut-être de nous dire... Mais à ce niveau, tout de suite, il faut qu'on se comprenne. Ça veut dire que on peut bien candidater étant militaire, ou bien, comme on dit d'une manière générale, étant fonctionnaire de l'armée, mais à condition de se déshabiller, pour parler en langage simple, et d'acter pour la présidence. Exactement, voilà. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Ça veut dire, une fois que vous décidez d'être candidat, oui, pendant cette période, vous êtes déshabillé de votre fonction. Si vous gagnez l'élection, vous continuez à être déshabillé de votre fonction. Mais si vous la perdez, vous rentrez simplement dans votre fonction. Mais sauf que cet article du Code électoral, justement, s'oppose à l'article 25 de la Charte africaine de la démocratie, qui stipule que toute personne qui a, j'ai envie de dire, qui a accédé au pouvoir par le canal d'un coup d'État, ne peut pas être candidat à une élection qui consiste à restaurer la démocratie. Donc vous voyez qu'il y a une opposition entre, s'il faut convoquer la hiérarchie des normes, il y a une opposition entre la loi gabonaise et la charte de la démocratie africaine. Vous voyez donc qu'il y a un déphasage. Mais bon, attendons voir. Et vous savez aussi que actuellement le Gabon cherche à, j'ai envie de dire, redorer son image auprès des institutions africaines telles que l'Union africaine, la CEMAC et même la CEAC. Donc je me dis que c'est pour ça qu'il faut que très rapidement une élection soit organisée au Gabon et qu'on ait un président justement qui soit démocratiquement élu pour que le Gabon puisse avoir accès
à beaucoup de choses que nous connaissons ici sur le plateau. Merci. Je voudrais poser la même question à tous les participants de ce plateau ce soir. Pour un premier geste, c'est de savoir quelle est pour chacun sa lecture sur cette nouvelle qui nous renseigne qu'au Gabon, ça ne sera plus au mois d'août, mais plutôt en avril 2025 va se tenir l'élection présidentielle. Simon Metsengue, qu'est-ce qu'on peut dire après avoir justement parcouru cette nouvelle, l'avoir suivie, analysée et j'imagine l'avoir bien cerné? Oui, je partage probablement le point de vue du politologue sur le fait que, évidemment, il y a une crise de légitimité. Et cette crise-là a des conséquences économiques. Vous savez que les bailleurs de fonds ne font pas confiance aux putschistes. C'est clair. C'est-à-dire qu'il faut bien que le peuple soit celui-là qui est garant de celui qu'on nous présente sur le plan international. Donc la reconnaissance internationale lui pose également un problème. Donc il faut revenir à ce que, ou du moins il faut quelqu'un qui est le mandataire légitime, légal du peuple gabonais. C'est cela. Et quand on regarde un peu, on peut se dire que, évidemment, nous sommes dans une... on ne se cache pas, la CEMAC a fait on appelle ça comment je crois que c'était un sommet extraordinaire à Yaoundé, qui était un sommet qui parle de la crise économique. Et plusieurs pays, notamment le Gabon, notamment le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, il y a des gros problèmes là-bas. Et donc vous ne pouvez pas vous mettre à dos dedans. En même temps, vous avez des problèmes comme cela et continuer à retarder des élections qui sont une garantie sur le plan international de ce que l'État est redevenu un État normal. Donc, je crois que c'est normal je crois que ça peut être plus dû à cela. Maintenant, il faut se dire une chose. Comment est-ce que le général va se comporter? Déjà que le code électoral, comme la constitution, comme il venait de le dire, gabonaise, évidemment, pose un problème sur le plan démocratique. Pose un problème ou bien donne la faille? Non, pose un problème sur le plan démocratique. C'est-à-dire qu'on sait que les hommes en treillis, c'est la défense. C'est l'intangibilité des frontières. Ils laissent les politiques théâtraliser la société, scénariser la société et la gérer. Bon. Maintenant, parce que quand on dit qu'il y a une mise à disposition, ça dit que vous restez militaire. Vous restez militaire, sauf que bon, on ne va pas vous payer pour cette fonction-là pendant cette période, mais vous restez militaire. Oui. Alors là, ça pose un problème. Donc on est comme si on était dans une forme de... Je crois que... Bon. Une forme de quoi? Non, je voulais dire que comme une forme de continuité, au cas où. Mais c'est de ça qu'il s'agit, puisque au cas où, justement, le mot est bien choisi. C'est pour cela que... Vous reprenez vos attributs. C'est pour cela qu'il faut que les uns et les autres, et ça c'est le cas gabonais ou des autres pays, parce que j'entends beaucoup certain populisme de certains pays qui ont à leur tête en ce moment des personnes qui ont des putschistes, dire vraiment ça se passe bien, il y a un populisme autour. Il faut questionner les économies de ces pays-là. Ça va très mal. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Et vous ne pouvez pas prendre le pouvoir et penser que les bailleurs de fonds vont venir vers vous. Non. Il faut bien que ces bailleurs de fonds-là, les garanties, c'est pour le peuple. Les garanties qu'on a, des garanties souveraines. Quand on fait des échanges à l'international, c'est des garanties souveraines. Donc ça engage le peuple tout entier. Il faut un représentant du peuple, par voie de vote, par voie d'élection. Donc la plupart des bailleurs vont reculer. Et donc on paye sa cash. Donc il faut que les uns et les autres sachent que à côté du populisme qui est souvent fait autour pour justifier un putsch, même si on ne peut pas justifier un putsch, il y a des conséquences économiques. Le Gabon ne se porte pas bien. Il ne se porte pas bien. Et donc, il faut bien que le Gabon rentre dans le Conseil des Nations comme un État démocratique et souverain, et mettre son destin. Donc, évidemment, je crois que c'est ça qui amène, c'est l'une des raisons qui peut amener à ce qu'on anticipe une élection afin de permettre que le Gabon entre favorablement dans cela. D'accord.
En attendant que le Gabon puisse rentrer dans ce que disait Simon Metingue, je reviens vers vous maintenant, docteur Faustin. La situation, elle, est préoccupante sur la seule mesure que les annonces ont été faites après justement l'arrivée du général Olingi à la tête de l'État gabonais, qui a présenté des très belles ambitions et qui s'est dit, je donne juste un temps bien précis après, je laisserai le soin au peuple gabonais de choisir qui doit être son président, en passant justement le témoin aux civils. Mais aujourd'hui, ce n'est pas peut-être ça le problème tout de suite, mais c'est qu'on nous a dit l'élection est prévue en août de cette année. Et il y a quelques semaines seulement, on nous a dit ce n'est plus ça. Mais attendez-vous, chers Gabonais, à aller remplir les urnes, chacun pour voter pour celui qui pense être meilleur dirigeant du peuple gabonais. Il y a donc, Jean Bruno, un problème d'opportunité. C'est tant est qu'on puisse le présenter comme un problème. L'élection ne se fixe pas d'elle-même. À un moment, vous avez des acteurs qui estiment que anticiper l'élection peut leur être profitable, l'opportunité. Alors, maintenant, on n'a pas de boule de cristal, mais on peut se poser des questions. Reculer ou avancer l'élection de quelques mois. Qu'est-ce qui peut être, nous ne sommes pas dans leur cabinet secret, mais qu'est-ce qui a bien pu motiver les acteurs? On peut dire les acteurs de manière générique, comme si on ne connaît pas l'acteur prépondérant qui estime par exemple que cette affaire-là haute, la visibilité ne me semble pas très bonne. Je crois qu'il vaut mieux faire ça au plus tôt avril. Maintenant, on va mettre en forme, les gens vont mettre en forme, mais il y a un acteur qui a estimé que l'opportunité était bonne pour lui en avril. Alors, on va juste émettre des idées. Est-ce que ce ne serait pas parce qu'il y a un outsider qui est arrivé à la présidence américaine? Est-ce que ce ne serait pas, comme l'a dit le politologue Menouga, les contraintes économiques? On a vu le président de la transition. Bon, je l'appelle président de la transition, ça fait déjà 2 ans. Vous savez, avant, il y a 2 ans, je disais toujours poutiste et je vous disais, ce gars comme les autres, il ne va jamais rendre le pouvoir. Parce que nous avons étudié la science politique à la bonne école. Je vais dire bonjour au professeur Toda Ibodé. Je crois qu'il m'a tenu du niveau 1 au niveau, je ne sais plus trop combien, mais l'une de ces matières, il nous a fait tout un cours, pas seulement un cours, des thématiques sur les coups d'État en Afrique au sud du Sahara. Donc, quand un phénomène, par exemple, il vous dit entre 60 et 90, il y a eu un coup d'État tous les 5-6 mois. Ça veut dire que l'Afrique a été nourrie au coup d'État. Il y a des chercheurs qui ont étudié pourquoi la récurrence des coups d'État. Ils ont trouvé des raisons. Ces raisons n'ont pas changé. Donc, si ça revient, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Hors antenne, Stéphane Menouga le disait, il cite Einstein, que moi je connais bien, du moins, que j'aime bien, parce que il a quand même à son époque dit des choses très très pertinentes, même si elles sont dépassées aujourd'hui. Donc Einstein vous a dit, ben, si vous posez les mêmes causes, vous n'attendez pas les mêmes effets, il y a quelque chose qui ne tient pas bien dans votre ciboulot. Donc en Afrique noire, nous parlons de l'Afrique noire, le soldat africain et le politique, c'est le titre d'un ouvrage qui a été très largement étudié et documenté par nous. Les coups d'État en Afrique, on sait, on ne va pas revenir là-dessus. Donc c'est fort de cela que j'étais sur ce plateau il y a 2 ans, je crois, sur cette même place. J'avais même porté une partie de ma bibliothèque pour vous expliquer que ce que monsieur de Gabon fait, si vous comptez qu'il va partir, c'est que vous êtes dans une religiosité croyante. Il ne va jamais partir, ni ceux du Burkina, etc. Maintenant, ce sera la forme. On va essayer de labelliser, si vous voulez, le pouvoir. Et à ce moment, donc, il faut le dire, je ne peux pas m'avancer comme ça pour dire voilà la raison qui a fait en sorte que le monsieur il avance l'élection. Mais dans son calcul, c'est un acteur rationnel. Dans sa rationalité à lui, dans sa rationalité à lui, il estime qu'en avril, il peut laver ses vêtements de poutiste dans un bon vin et apparaître comme... je crois qu'il a suffisamment séduit les Gabonais. On le voit régulièrement faire voilà, donc,
une campagne bien avant l'heure. Il a suffisamment séduit les Gabonais pour qu'aux élections, il puisse passer. Mais on va dire, c'est un peu au forceps. C'est comme si vous attrapez une fille, vous la violez d'abord et puis vous lui dites Dieu. Bon, à un moment, elle finit par dire bon, vous êtes déjà là, vous-même déjà fait l'enfant. Bref, elle accepte le mariage et tout. Donc, quel exemple? On va légitimer tout ça, mais il n'en demeure pas moins que la manière, parce qu'il faut savoir qu'en toute chose, il y a la forme d'abord. Ouais. Donc le fond, si vous voulez, on peut le tourner. Donc je dis aujourd'hui, j'appelle président de transition, monsieur l'ancien poutiste, qui va devenir président dans quelques mois. Donc tout comme le mien. Il va devenir président dans quelques mois. Bon, je ne suis pas devin, mais vraiment, ce qui est bien avec la science avec S majuscule même, c'est que la science étudie ce qu'on appelle des processus nomothétiques. On cherche la régularité. Donc, si vous voyez un médecin qui vous dit qu'il est médecin, c'est parce qu'il a étudié une certaine forme de régularité. Si vous voyez certains symptômes, il va vous dire vous avez ça. Si vous prenez ça, vous allez guérir. Il ne fait pas la divination, il ne fait pas la magie. Donc, la science, c'est la régularité. Or, la science politique a ceci d'intéressant que si vous étudiez l'évolution des sociétés humaines sur plusieurs siècles, vous allez faire comment pour ne pas développer des habitudes qui feront en sorte que quand vous voyez un certain comportement, vous prédisez avec une grande probabilité de réussite l'effet qui va arriver. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que M. Oligui Nguema ne prenne pas la présidence officiellement? Écoutez, il peut faire un AVC, personne n'a l'abri de ça. Il peut, je sais pas moi, il peut se dormir, il ne se réveille pas. Les mêmes causes qui peuvent faire en sorte que le mien de président ne prenne pas ce qu'il va prendre en octobre 2025. Maintenant, ceux qui veulent rêver n'ont qu'à rêver. Donc, effectivement, il peut ne pas être président, mais ce seront pour des causes, je vais dire, biologiques qui n'ont rien à voir avec la structuration de l'institution gabonaise qu'il maîtrise aujourd'hui. Merci. Donc, ok, je m'arrête là pour le premier tour de parole. Merci Jean. Merci à vous, docteur Faustin. Je voudrais me retourner vers notre très chère Marie. Maintenant, quand on a compris tout ce qu'on a dit, je ne vais pas revenir sur la même question, mais on essaie d'évoluer parce que tout à l'heure, on nous a fait comprendre que c'est une opportunité. Je voudrais bien poser la question pour qui. Mais le développement du docteur Faustin nous laisse comprendre que c'est pour celui qui est au-devant des gouvernails aujourd'hui de ce peuple cher à l'Afrique, le peuple gabonais, à savoir le président de transition, le général Oligui. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien comprendre? Il a, comme on dit habituellement, il a taillé la poire à la mesure de ses plaisirs, de ses désirs, pour que... non, ce n'est pas une illusion, mais c'est une lecture scientifique du docteur, soit une évidence dans les jours à venir, c'est-à-dire au terme de l'élection d'avril, qu'il soit officiellement président, se débarrassant entre-temps de sa casquette de général. Merci Jean-Bruno. Vous voyez que on ressent la force de l'épistémé. Lorsque vous prenez la parole à la suite du docteur, vous êtes inhibé par son analyse. Mais je voudrais d'abord demander à faire une virgule pour donner d'abord mon assentiment. Je vous en prie. Parce que votre question très axiologique risquerait m'induire à épouser le point de vue que mon copanéliste a savamment développé. Je voudrais d'abord exprimer une inquiétude, parce qu'au XXIe siècle, après les siècles des Lumières, l'humanité pensait avoir fait un pas de géant dans ce que j'appelle la rationalité. Et la ruée des pays africains vers ce sésame qu'on présente sous le label de la démocratie a fini par nous amener à comprendre que les institutions politiques étaient consolidées de manière à ce qu'elles pouvaient servir de gouvernail. Mais si je me réfère à von Betalamfi qui parle de la théorie générale des systèmes, j'ai envie de dire toute mon inquiétude face au système démocratique qui n'arrive pas à se tenir par lui-même. À ne voir que la problématique liée aux transitions, aux successions, aux mouvements de révolution. Aujourd'hui, on a encore à parler de la junte militaire au pouvoir.
qui, si on veut être un peu plus dur, serait l'instance qui dicterait aux civils, aux libres penseurs, comment réguler un pouvoir, comment se préparer à un scrutin aussi important que celui du scrutin présidentiel. Alors, j'exprime cette indignation pour dire à quel point j'appelle la consolidation des institutions avant d'arriver au respect des normes internationales, aux codifications qui vont avec. Maintenant, revenons au cas qui nous préoccupe, et j'ai très bien apprécié le vocable anticipation. Restons un peu dans une perspective optimiste, j'ai envie de dire objective. Le comité pour la transition et la restauration des institutions s'était donné un mandat de 2 ans. 2 ans. Pour voir le mot restauration des institutions qui préfigure une sorte de délitement des dites institutions. Et il a déjà posé 2 actes forts. Je fais allusion au premier chef à la nouvelle constitution depuis le mois de novembre, qui a été adoptée à 81,8% des suffrages exprimés. Vous avez à côté de cela, récemment, je crois en janvier, le code électoral, avec cette disposition que notre copanéliste a relevée, qui dispose Paul Stéphane Menouga. Oui, Paul Stéphane, merci. Qui dispose que les militaires et les magistrats peuvent désormais se porter candidat à cette auguste fonction de président de la République. Moi, j'ai envie de soupçonner l'intrusion de cette clause quand on se réfère à l'individu qui est le président du mouvement de transition. J'ai envie de dire que cette clause est taillée à la mesure du capitaine ou du président du mouvement de transition. Et cela jette un peu un soupçon sur ce que je peux appeler la sérénité, l'objectivité. C'est vrai que à date, il ne s'est pas encore prononcé au sujet de sa candidature. On pouvait peut-être créditer au comité pour la transition et la restauration des institutions le fait d'avoir respecté le délai de 2 ans avancé, le fait d'avoir travaillé dans le sens de la restauration de ces institutions. Mais dès lors que une clause, comme l'a si bien relevé notre ami, qui est déjà en conflit avec les textes internationaux, vous comprenez par là qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ce mouvement, donc, révèle ce que nous appelons dans la prospective stratégique du fait politique ou de l'agir politique, un futur qui présage la peur. Vous voyez, le futur est une menace en germe dans notre présent. Quelle serait donc cette menace? Il n'est l'ombre d'aucun doute, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le général Brice Cottet fait l'objet de plusieurs critiques, j'ai même envie de dire des saillies incendiaires de la part de l'ancien Premier ministre qui, je peux bien le citer, a déjà eu à clamer plus d'une fois « J'ai servi le père, j'ai servi le fils, je ne vais pas servir l'aide de camp ». Vous voyez déjà que des paroles d'un tel poids augurent déjà une menace en présence. Je peux aussi évoquer l'homme du 30 août qui revendique à U et à Dia sa victoire à l'élection du 30 août. Alors comment penser donc que ce futur peut être calme pour le président de la transition? Non, il faut donc anticiper. La fonction d'anticipation ici permet de se parer contre les velléités de contestation de sa légitimité qu'il envoie de conquérir. Encore que ces velléités sont déjà actées puisque beaucoup appellent à ce qu'il ne se porte pas candidat. Mais restons un peu, comme quelqu'un l'a assez bien dit. Beaucoup mis pour qui? Bon, j'ai envie de dire un peu, le peuple, je préfère, le peuple. Il y a certains quand même, il y a certains quand même qui font la crise de la faim. Pour qu'il soit candidat. On le comprend très bien. Et si je fais allusion au 13e congrès du PDG, on comprend déjà un PDG qui a été exclu pour 2 ans, pour 3 ans, lors du grand dialogue national réhabilité par Brice Cottet. On comprend pourquoi ce mécanisme se met en place. On peut aller jusqu'au bout et parler de
ce nouveau président comme une force de soutien à Brice Clotaire. Mais je voudrais d'abord rester dans le thème, dans la thématique, pour essayer un peu de dégager les ressorts de cette qui pourrait expliquer cette anticipation. C'est quelqu'un même avancé l'avènement de Bush. Il faudrait déjà que les gens de Trump, autant pour moi, de Donald Trump. Il faudrait déjà que nous entrions dans le Conseil des Nations. Sinon, une nouvelle tête forte peut émerger. On ne sait jamais, il faut donc anticiper. D'accord. Alors, on parle du 12 avril, Paul Stéphane, pour ce qui est de cette élection présidentielle. C'est vous qui l'avez dit, c'est donc une élection programmée par anticipation. Et la question que moi je voudrais poser tout simplement, bonne ou mauvaise décision? La deuxième question qui suit, restant la même, pour qui? J'ai envie de dire que ça dépend de là où on se trouve. La décision est bonne en fonction de là où on se trouve. Parce que j'ai envie de vous dire que en négociation, parce que c'est un peu comme la négociation, on ne négocie jamais quand on n'est pas prêt. Et en Afrique, on ne convoque... On ne négocie jamais? Non, quand on n'est pas prêt. C'est-à-dire quand on est prêt, on c'est là où on convoque la négociation. C'est comme ça en technique de négociation. Il faut toujours tendre la main pour la négociation quand on est prêt. Quand on n'est pas prêt, on ne négocie pas. C'est pour dire qu'en Afrique, quand vous faites une bonne lecture, on ne convoque jamais le corps électoral. Celui qui convoque le corps électoral ne le fait jamais tant qu'il n'est pas prêt. C'est quand il finit de penser savamment ses stratégies, ses méthodes, il finit d'organiser son architecture, qu'il convoque le corps électoral en fonction de sa prêtitude. Il n'est pas là pour savoir si l'opposition qui est en face est prête ou pas. D'ailleurs, pour lui, c'est de bonne guerre. Donc, j'ai envie de dire que quand vous êtes du camp du général d'Oligui, c'est une bonne décision. Quand vous êtes du côté de l'opposition, c'est une mauvaise décision parce qu'on vous prend de court. Vous savez que l'élection, c'est par exemple en juin. Et on vient vous dire que l'élection, c'est en avril. Et on connaît généralement le fonctionnement de nos partis d'opposition en Afrique. Ça fait pratiquement 4 mois d'écart. Exactement, on connaît... Et c'est volumineux, c'est grand, c'est... Trop. C'est considérablement trop. C'est désavantageux parce qu'on connaît le fonctionnement des partis d'opposition en Afrique qui généralement n'ont pas de ressources humaines, n'ont pas de ressources financières, n'ont pas de logistique et beaucoup d'autres choses. Donc vous voyez qu'en réalité, là, il prend l'opposition. Si les informations sont celles qui doivent être très bonnes, on nous a fait parler, pas parler, mais entendre qu'il s'agit là d'une prétention qui va à pratiquement 14 milliards pour essayer de rentrer dans la course. Oui, une bonne campagne électorale coûte cher. Si on ramène ça au Cameroun, c'est pour ça qu'un candidat ou alors... un futur candidat ou un prétendant veut faire une levée de fonds. Parce qu'en réalité, une campagne électorale, c'est au moins 10 milliards. Ça, il faut dire la vérité aux Camerounais. C'est pas parce que parfois on accepte le bricolage. Pour faire une bonne campagne, couvrir le territoire, être à la hauteur des attentes, je dis c'est au moins 10 milliards. Ça veut dire que la fourchette gabonaise n'est pas très loin de là. Elle n'est pas très loin de là. Milliards. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, c'est une décision qui est bonne pour ceux qui sont actuellement en train de gérer la transition, et en même temps une décision qui est mauvaise pour ceux qui aspirent aussi conquérir le pouvoir par le moyen des urnes. Et je vais sortir en disant que le général Oligui Nguema, quand vous analysez sa décision, elle tient compte des dynamiques endogènes et des dynamiques exogènes. Parlant des dynamiques endogènes, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, ceux qui pensaient qu'après les Bongos, ce serait eux, contestent son autorité parce qu'il n'a pas de légitimité. Et il est conscient de ça. Ils se disent que c'est la suite de... Justement, il faut donc qu'il ait la conquête d'une légitimité, justement pour pouvoir, parce que en Afrique, j'ai envie de dire, c'est le paradigme de Carl Schmitt, pour pouvoir soit les mater, soit les amener à s'aligner à son autorité et à sa légitimité. Il faut donc qu'il arrive d'abord à conquérir la légitimité pour leur dire qu'attention, je ne suis plus un putschiste, j'ai été élu par le peuple gabonais. Deuxième chose, les dynamiques exogènes. Il y a évidemment l'avènement du président Trump. Il y a le fait que, pour parler dans le Conseil des Nations, il y a une certaine posture qu'il faut avoir. Pour avoir certains avantages, il y a une certaine posture qu'il faut avoir. Donc, il faut intégrer sa décision en
j'ai envie de dire quoi? Il faut coller à sa décision ces deux lectures, les dynamiques exogènes et les dynamiques endogènes. Il faut donc résoudre cette équation. Et je pense qu'il a vu que il n'y a que le mois d'avril qui peut lui permettre de résoudre ce problème. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, toute décision est un calcul politique savamment pensé. Quand vous observez bien la scène politique gabonaise. Eh bien, Simon Metingui, à vous entendre parler, quand vous avez justement planté votre décor, vous avez évoqué la tenue, il y a quelques mois au Cameroun, de ce sommet qui rappelait les États de l'Afrique centrale pour une question économique. Et vous avez dit, c'est peut-être là aussi une occasion pour le général Oligui, le président de transition au Gabon, de se refaire une santé, passant par là pour refaire une place de la République gabonaise au sein justement de ce grand comité de l'Afrique centrale pour refaire ses économies et toute sa santé dans les différentes matières qui vont avec. Non, mais il faut dire que les partenaires du Gabon attendent bien que le Gabon rentre dans la danse. Dans le Conseil des Nations, comme un État qui a toujours été un État démocratique. C'est clair. Maintenant, il faut se dire une chose. Il ne faut pas confondre le cas du Gabon. Le Gabon est un pays qui a failli sur le plan de ses institutions. Et donc, le calendrier électoral n'est pas connu, est connu par une seule personne. Là, c'est un problème. Mais dans les pays démocratiques, comme au Cameroun ou autres, on connaît la période à laquelle va se tenir une élection. On sait très bien que le corps électoral sera convoqué en juillet. Tout le monde le sait, tous les acteurs le savent. La loi, la Constitution le précise. Donc, c'est le cas du Gabon, c'est le cas des États faillis. Ceux qui crient souvent que oui, parce que même les hommes politiques, quand il y a un coup d'État, ils disent oui, il fallait. Mais après, ils se mettent à pleurer. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui tient tous les leviers. Il tient tous les leviers. Et n'est-il pas une coïncidence à ce niveau-là pour justement rentrer dans votre lecture? Parce que je me rappelle, il n'y a pas 2 semaines, on parlait de la refonte du gouvernement gabonais. Quelques jours plus tard, c'est le porte-parole qui vient rappeler que au lieu du mois d'août, c'est en avril, précisément le 12, que va se tenir l'élection. Vous savez, c'est ça justement le problème des États où il y a eu coup d'État ou insurrection populaire, tout ce que vous pouvez imaginer. Les populistes sont toujours en train de dire oui, en fait, ils sont dans leur logique. Quand on commence donc à revenir vers le point de départ, c'est très difficile. Parce que vous avez un État où on a suspendu tout. Donc, c'est une seule personne qui détient tout. Il peut me venir encore demain vous dire que non, je crois que c'est même en février, le 15 février là. Qu'est-ce qui encadre cette décision? Rien. Pour le moment, c'est lorsque on aura franchi le cap d'une élection que tout rentrera dans l'ordre. Mais pour l'instant, il est seul à vous dire que rien ne justifie que ce soit le 12 février, le 12 avril. Rien. Sur le plan juridique, dès qu'il a dit maintenant, ça entre dans le cadre de la loi. Donc je crois que ces effets qu'on voit dans d'autres pays et autres doivent beaucoup servir ceux qui crient chaque jour, oui, ainsi de suite, on va appeler le diable à gauche, ainsi de suite, ainsi de suite. Quelqu'un fait sa messe, il vous dit que lui, il est devenu un policier et qu'il appelle le diable à faire telle chose. Il faut qu'on se méfie. Les États sont très délicats. Vraiment, à tout point de vue. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui montre clairement que après tout ce vacarme de oui, le Bongo avait déjà fait ceci, ainsi de suite, nous sommes dans une difficulté claire, institutionnelle, politique, une crise politique et économique. Pourquoi avons-nous fait tout ça? Et je vous rappelle qu'en 2009, quand Omar Bongo est mort, pour montrer que l'institut gabonais fonctionnait très bien. Mais attends, la présidente de la Cour, c'était le Conseil constitutionnel a pris le pouvoir, conformément à la Constitution. Elle a conduit la transition, et il y a eu une élection, et le vainqueur a gagné. Et on a continué. Donc, il faut que on arrête cette histoire que, en fait, rien en Afrique, aujourd'hui, surtout en Afrique, au sud du Sahara, on a tendance à toujours tout minimiser, tout tourner en dérision, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça aujourd'hui, c'est à ça que nous sommes là. Mais je crois que les hommes politiques
du Gabon et le peuple gabonais. Parce qu'il faut se le dire, rien ne présage la victoire de Oligui Nguema. Moi, j'ai vu une élection en RDC. Le président sortant, on l'appelait Kabila, avait son poulain. Il y avait Fayoulou également qui était dans ses... Mais le peuple a décidé que ce soit Tshisekedi qui gagne l'élection. Mais il est président aujourd'hui. Je le dis toujours, le peuple est le maître et le souverain d'un État. Et il exprime à travers les urnes. Si les Gabonais veulent d'un président en treillis, c'est leur choix. Puisque là, ils ont créé. Mais s'ils veulent un président civil et permettre, parce que aussi avoir un président qui est civil, c'est de ne pas encourager les casernes à quitter les casernes pour les palais. C'est de ça dont il est question. Parce que oui, on a dit qu'ils sont amnistiés, ils ne peuvent pas être poursuivis. D'accord, donc si on fait encore ça, évidemment, on va refaire la même chose. Et vous voyez les difficultés que l'État aura. Les difficultés que les États peuvent avoir peuvent être des difficultés structurelles. Est-ce qu'à partir du moment où on dit, même si tu es en treillis, une fois tu peux candidater, pardon, et après si ça donne, tu enlèves la tenue, tu prends ton poste, quand tu as été déchu, tu remets ta tenue. Est-ce que ce n'est pas aussi déjà au préalable une façon d'encourager... Non. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Moi j'ai en mémoire un général au Nigeria, Abdou Salam Aboubakar. Il est arrivé dans des conditions similaires, je crois bien, après Abacha. Mais en 18 mois, il a rétabli l'ordre constitutionnel. Il a quitté le pouvoir, il a laissé le pouvoir. Il a remis le tablier. Bien sûr. Parce que justement, les États et les républiques sont organisés comme le corps humain. Chacun joue son rôle. L'armée ne doit pas se retrouver au palais pour gouverner. Ce n'est pas possible. Il faut permettre aux civils, aux hommes politiques qui savent gérer la société de le faire. Ils viennent avec un programme. Chaque parti politique vous dit que si on arrive, voilà notre orientation. C'est vrai qu'il y a aussi certains partis politiques qui disent que notre projet de société, c'est un homme, c'est telle personne. Non. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que la plupart des grands partis politiques, comme par exemple le cas du Cameroun, le RDPC, ils ont un programme. Ils vous disent que voilà comment nous on veut conduire le pays, voilà comment nous on conduit le pays. D'autres, comme le SDF, vont vous dire que non, nous sommes des socialistes, voilà comment nous on veut conduire le pays. C'est ça en réalité. Donc il faut qu'on soit dans cette logique-là. Nous avons déjà 60 ans, 62, 63 ans. Là j'entends qu'État. Il faut arrêter ces trucs avec les hommes en tenue. Que les hommes en tenue surveillent des frontières, hein, qu'ils surveillent nos espaces terre et mer, mais qu'ils laissent le pouvoir aux hommes politiques et aux civils. Merci. Rien ne présage la victoire du général Oligui, président de transition au Gabon. Mais Stéphane l'a dit, docteur Faustin, que tout porte à croire que ça a été une façon de penser que, parce que la campagne, elle vaut de l'or, passez-moi l'expression, ceux qui ne sont pas déjà prêts et qui peut-être s'attendaient à mettre les turbines à marche à partir de mai-juin, qu'ils soient surpris et que tout de suite on passe sa candidature comme une lettre à la poste. Ce n'est pas déjà une façon obligée de comprendre que votre lecture n'est pas assez loin de la réalité qui risque d'arriver du côté du Gabon. Dans mon premier jet, j'ai parlé d'opportunité. Oui. Opportunité pour qui? Pour celui qui tient ce qu'on appelle les rênes du manettes. pouvoir. Et cette personne-là, c'est l'actuel président de transition. J'ai également lu un article, je crois, la semaine dernière, où on parlait du président de transition qui aurait nommé un membre du gouvernement de la BEAC à un poste de secrétaire général dans un ministère. Bon, on a fait des recherches sommaires lapidaires. Cette personne qui part du gouvernement de la BEAC
généralement, il semble que c'est pour moi un poste de ministre. La personne, on l'a envoyé secrétaire général. Il semble que cette personne était une forte tête qui a plus ou moins fait de l'ombre à l'ancien gouverneur de la BEAC. Et lorsqu'on voit un peu ce qui se passe, c'est comme si le nouveau a enlevé une épine, n'est-ce pas, dans le pied d'eux. Et puis, donc, il y aura peut-être des retours d'ascenseur pour dire un peu que les disponibilités financières peuvent sembler être immédiatement proches. Donc, en termes de couverture de la campagne, s'il y a un candidat qui est prêt, qui s'est assuré d'être prêt avant de convoquer le corps électoral, c'est celui qui tient... Maintenant, est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est une mauvaise décision? La question a été posée déjà aux précédents panélistes. En tant que panafricaniste, je ne sais pas ce que certains mettent dans panafricaniste. Moi, je vois le continent africain, je vois des Africains qui vivent en Afrique. Et pour bien vivre, il faut des institutions. Je ne sais pas ce que certains mettent dans institutions. Je vais vous dire ce qu'un homme de science met dans institutions. Si le grand public était coutumier des mathématiques, qui est un peu, si vous voulez, la mère des sciences ou du raisonnement logique, je parlerai d'axiomatisation. C'est-à-dire, il faut une grammaire qui existe avant de pouvoir communiquer. La grammaire, elle existe au préalable. On ne m'a pas demandé de fabriquer les lettres A, B, C, D. Je les ai apprises. La règle de la grammaire, je les maîtrise et j'utilise ces règles pour communiquer. Si je commence à vouloir fabriquer de nouveaux mots, à modifier les règles de grammaire, soyez sûr que personne ne va comprendre ce que je dis, même si c'est pertinent. Donc, il y a des règles préalables. À la limite, même vous-même, vous ne comprendrez pas. Par exemple, il y a donc des règles préalables à maîtriser, à ingérer avant de s'extérioriser, avant de communiquer. Dans la grammaire basique, on peut appeler ça l'alphabet. Bon, en mathématiques, on aime appeler ça axiome, d'où le terme axiomatisation. Vous ne pouvez pas jouer au foot si vous n'apprenez pas les règles du football. Sinon, chacun fera ce qu'il veut sur le terrain, ce sera un capharnaüm, pas possible. Donc, en Afrique, si nous voulons que l'Afrique devienne une vraie entité sociologique, il faut d'abord des règles que les gens décident de respecter. Parce que respecter une règle, c'est un choix. Quand vous avez votre véhicule, si vous brûlez un feu rouge, ce n'est pas la voiture qui a brûlé le feu rouge, c'est vous qui avez décidé de brûler le feu rouge. Ouais. Donc, il y a un certain self-control. Vous décidez de dire, je vais respecter cette règle parce que les autres aussi respectent cette règle. Cette règle est le ciment qui nous permet de nous reconnaître et de communiquer. Le problème des poutistes, c'est que ce sont des navigateurs à vue. Dès que quelqu'un viole une règle, ce n'est pas pour la respecter après. Dès que quelqu'un viole une règle, c'est comme un voleur qui va vous dire, je suis un voleur honnête. Si vous avez acquis un bien par des moyens, il y a des voleurs à col blanc. Ils sont plus criminels même que ceux qui nous braquent la nuit. Mais quand vous avez acquis des biens par des moyens pas normaux, pas légaux, vous allez faire comment après pour essayer de... On va parler de blanchiment d'argent, mais dès qu'on commence à parler de blanchiment d'argent, on comprend que c'est même un moyen illégal pour essayer de rendre... Donc, le problème des coups d'État et le problème d'essayer de légitimer des coups d'État, ce qui est en train de se passer au Gabon, c'est une décision bonne, comme le politologue Stéphane Monouga vous le dit, pour le camp d'Oligui Nguema. Mais pour ceux qui veulent essayer de penser l'Afrique au-delà des individus du moment, oui. C'est-à-dire, je veux voir une Afrique avant ma mort, donc disons dans 30, 40 ans, ou 25, je ne sais pas exactement, où les institutions sont folles. Mais une institution, ça n'existe que dans la conscience, dans le mandat, des règles qu'on décide de respecter. Quand des gens décident de violer des règles, c'est déjà un problème. Et comme ce problème est déjà là, le moindre mal actuellement, ce serait de dire je restaure l'ordre qui aurait été violé, c'est-à-dire qui aurait été dévoyé. Et on s'est donné 2 ans, après 2 ans, pour montrer qu'on a restauré l'ordre, c'est-à-dire on a remis les règles du football en place,
on laisse les équipes jouer au football. Merci. Mais si vous le faites pour dire, moi-même, je vais jouer à ce football, là, vous voulez entuber les gens. Il faut qu'on le dise clairement. Et c'est ce qui est en train de... Et c'est ce qui va bam se passer. Parce qu'il n'y a rien à faire. Le tonton Olingi Nguema, là, vous montez, vous descendez. S'il n'a pas un infarctus ou quelque chose comme ça, vraiment... C'était juste un infarctus. C'est pour dire qu'il n'y a aucun moyen. Non, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je parlerai d'infarctus pour mon tonton d'ici. C'est pour dire, je suis un analyste. Non, comprenons-nous. C'est pour dire, n'est-ce pas, que l'inéluctabilité qui arrive, c'est que M. Olingi Nguema sera élu, comme le mien sera élu en octobre. Je ne suis peut-être pas d'accord, mais je vous dis c'est ce qui va arriver. L'inévitabilité. L'inéluctabilité. Et peut-être encore 20 secondes. Il y a une définition de la démocratie que j'ai découverte il y a déjà 4 ans. Elle n'est pas spécialement connue parce que les théoriciens, du moins les supposés théoriciens actuels, ne la manipulent pas véritablement. C'est la manière la plus juste de commettre une erreur. La démocratie, c'est la manière la plus juste de commettre une erreur. Le peuple n'a très souvent pas raison parce que le peuple n'a pas la technocratie, la technologie suffisante. Donc, ce qu'il va décider, ce sera très probablement une erreur, mais une erreur légitimée ou justifiée. C'est pour ça qu'il est intéressant que les individus choisissent eux-mêmes leur bourreau, leur guide de circonstances, etc. Alors, en Afrique, nous sommes encore sociologiquement très loin de ça. Les Occidentaux, en particulier les Américains, qui sont assez avancés, les Américains, ils ont réussi à se trouver leur gars qui a dit, si vous me mettez, je vais faire. Et après, le mec commence à faire. On parle de ce Trump. Donc, ce schéma-là, ça veut dire, même s'ils font des erreurs, ce seront des erreurs plus ou moins justifiées. La démocratie étant dans son essence fondamentale, le moyen le plus juste de commettre des erreurs dans un territoire. Merci. On sort par là parce qu'on a une autre thématique assez importante et on a largement épilogué sur la situation du Gabon. Mais ce qui me ramène vers vous, très cher Jean-Marie, c'est pour poser cette question parce que tout le monde a applaudi des deux mains, ne sachant peut-être pas que c'est par là, comme pour saluer toute la communauté qui nous regarde du côté de Ligue 1 Poumon, qu'on ne savait pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Bon, maintenant, la question, elle est très simple. Il a dit, je viens tirer le peuple gabonais d'entre les mains de ceux qui ont été là depuis très longtemps et pour que le Gabon ait une autre vie avec une nouvelle vision et que quand le temps là arrivera, je rendrai justement le fauteuil. Mais tout porte à croire effectivement que celui qui l'a dit hier ne sera plus la même personne. Au contraire, sera très engagé pour demeurer à ce poste-là. Est-ce une bonne ou mauvaise solution pour le peuple gabonais? On s'en parle. Merci Jean-Bruno. Je vais d'abord faire remarquer que le peuple, lorsqu'il est acculé, lorsqu'il est asphyxié, le peuple a besoin de ce qu'on appelle des martyrs. Et le peuple s'est exprimé son exaspération à travers le goût de la nouveauté. La nouveauté séduit en ce sens qu'elle donne l'impression d'une rupture, d'un ordre pas trop peut-être négatif. Vous savez, vous l'avez si bien dit, il a été acclamé, il a même été élevé au rang d'un démiurge parce qu'il vendait l'illusion de réparer les torts, les vicissitudes que ce peuple gabonais subissait au quotidien. Vous voyez, les habits neufs, j'appellerais cela, c'est des habits neufs de la terreur. La terreur s'empare toujours des habits neufs, avec un discours qui est adapté, taillé à la mesure des aspirations du peuple. La politique est une science. Et les stratégies sont multiples. On séduit d'abord parce qu'on dit au peuple ce qu'il aimerait entendre. On vous présente une victime expiatoire. Ça a été le cas. Et puis on endort le peuple en adressant les problématiques dirimantes. Le petit peuple, la jeunesse est au chômage, on vous promet le travail. On vous parle de corruption, des arrestations.
pompeuse, vous acclamer. Mais là, vous m'avez corrompu en m'amenant à soutenir la théorie ou bien la thèse du putschiste qui mérite peut-être d'être conduit au pilori. Bon, maintenant, il a abordé dans ses habits neufs. Il s'est présenté sous un nouveau jour avec une mission qu'on peut dire régalienne, celle de restaurer au peuple gabonais la légitimité de ses institutions. Je pense que, pour ne pas être très dur, ce cahier de charge a été à tout le moins rempli. Si un peuple vote sa constitution à 81,8%, je ne vais pas entrer dans les querelles de la représentativité du dit peuple. Tout à fait. Si un peuple est en accord avec son code électoral, nous n'allons pas nous substituer aux Gabonais pour dire que cela n'est pas très bien. Et à l'heure actuelle, il faut indiquer qu'il y a déjà des candidatures déclarées. À ma connaissance, deux. Vous avez l'ancien vice-président Pierre Claver Magaga qui a déjà déclaré sa candidature. Vous avez notre homme du 30 août, l'homme de la société civile, le professeur Albert Ondo Ossa, qui a déjà aussi déclaré sa candidature, même comme il faut relever qu'il continue de réclamer sa victoire. C'est vrai que sa position est antinomique. Alors, mon inquiétude plutôt est liée au niveau du temps réservé pour l'implication de ce peuple, pour vendre ce que nous appelons communément le projet politique. Si on s'en tient dans cet espace-temps qui nous amène à valider l'anticipation, j'ai envie de dire qu'avril, c'est dans 2 mois. Les fonds qu'il faut mobiliser, d'où viendront ces fonds? Le peuple qu'il faut sensibiliser, parce que c'est aussi une recommandation de l'Union africaine. Il faut continuer la sensibilisation du peuple. 10 secondes, oui. Oui, il faut continuer la sensibilisation. Comment le peuple va donc acheter un programme imaginaire? Comment le peuple va se décider si tant est que les potentiels candidats ne sont pas encore prononcés? Mais nous subodorons ici qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute que le général Brice Clotaire lui-même sera parmi les candidats. C'est une thèse que je partage à 100%. Mais est-ce qu'il est bon de maintenir le peuple dans l'imagerie? Vois un peu. Il faudrait peut-être qu'on soit sérieux sur ce plan. Quand je dis qu'on soit sérieux, c'est un peut-être de portée générale qui s'adresse notamment au président de la transition qui devrait maintenant aller très vite en besoin pour édifier le peuple gabonais à l'effet de permettre à ce que ce dernier se prononce le moment venu. Nous n'allons pas prendre de transition et nous allons essayer d'aller très vite pour rattraper le temps qui a couru plus vite que nous. Ce n'est pas pour anticiper les élections comme au Gabon, mais c'est pour essayer de rester dans la logique de l'émission de ce soir, Ouro Africa, qui nous a fait également généraliser la situation parlant des élections en Afrique. Pourquoi ça craint tout le temps, partout? Et c'est ça la grosse interrogation. Et je commence par vous, Simon Metsengue. Une fois qu'on a dit élection, surtout à la logique présidentielle, on a envie de se dire, bon, il faut que je me fasse mes bagages, et puis parce que je ne sais pas après comment ça va tourner. Pourquoi ça craint autant quand on parle d'élection en Afrique? Oui, pas seulement en Afrique. L'élection est un moment... en Afrique? Oui, en Afrique, mais pas seulement en Afrique. L'élection est un moment particulier dans la vie d'une nation. C'est le moment où le peuple doit choisir un des siens qui va le représenter, soit au niveau du sommet de l'État, vous parlez du président de la République, soit alors au niveau local avec les députés, les maires, les conseillers régionaux et autres, ou les sénateurs. C'est un moment délicat. Et particulièrement en Afrique, parlons d'abord des États-Unis, vous avez très bien vu l'alternance entre Trump et Biden. Et je vous rappelle qu'il y a eu 9 personnes qui ont perdu la vie au Capitole, qui est la maison par excellence de la démocratie. C'est dire que c'est un moment délicat. C'est pour cela que généralement les acteurs du processus électoral doivent être des acteurs sérieux, doivent être des acteurs qui comprennent la délicatesse de ce moment précis. Malheureusement, en Afrique, on a des personnes qui parfois
sont eux-mêmes ce qu'on appelle des masques pour des organisations internationales dangereuses qui, dans leur logique, portent parfois des projets de déstabilisation. Et d'autres vous disent que à la fin d'une élection, il vous dit que lui il a gagné les élections. Oui, vous demandez comment vous avez gagné les élections. Il vous dit il va envoyer des gens dans la rue, se monter descendu, parce que généralement il y a des instances internationales qui sont passées maîtres dans ce type de manipulation des masses en Afrique. Et justement, dans le précédent sujet, quelqu'un parlait du goût de la nouveauté. Justement, parce que en Afrique, on s'est dit, bon, si c'est la personne que je soutiens qui est candidat, alors les problèmes que j'avais vont finir. Vraiment. Mon frère est en haut. Oui, c'est ça le truc. Donc, et on s'est dit, le mieux c'est que, comme quelqu'un a dit, qui part d'abord, même c'est le diable qui vient. Vous voyez, on est encore dans ce type de velléité en Afrique. Parce qu'on croit que c'est un jeu, c'est pas un jeu. C'est un moment où vous allez vous rendre compte que pendant au moment du vote, chaque pays ferme ses frontières, personne n'entre. Parce que justement, le peuple souverain doit se concentrer devant Dieu et devant les ancêtres pour désigner qui doit le représenter. Voilà. Donc ça craint donc. Et justement, c'est pour cela que l'homme politique qui connaît la délicatesse, parce que c'est lui, les partis politiques par exemple, ce sont des partis politiques qui ont un rôle d'éducation des masses. C'est-à-dire les partis politiques, en dehors de conquérir le pouvoir, doivent éduquer les masses à la citoyenneté, la responsabilité et autres. Ce qu'ils doivent faire pour que justement la République soit toujours debout. Effectivement, ça doit craindre. D'accord. Oui, Stéphane Menouga, quand on a ce sujet, on a envie de se poser des questions, et des tas de questions même, surtout après avoir suivi avec attention soutenu Simon Pierre Metingue, qui est... Simon Metingue. Simon Metingue, j'ai ajouté Pierre. En toi, je bâtirai mon temple. Pour cette émission Ouro Africa. C'est pour poser la question, lui qui est justement homme politique, les acteurs politiques qui viennent, il dit que c'est parce qu'ils ne sont pas sérieux. Les acteurs doivent être sérieux, c'est ce qu'il a dit. Alors, quand il met justement l'hypothèse doivent être sérieux, ça veut dire qu'ils ne sont pas sérieux. Et voilà pourquoi le reste de la population peut s'abandonner dans la crainte parce qu'on ne connaît jamais le lendemain. J'ai envie de dire que j'espère que dans les acteurs qu'il met, il intègre ceux qui gouvernent aussi. Parce que les deux acteurs, généralement en Afrique, ne sont pas sérieux. Parce que le premier problème, c'est une crise institutionnelle. Et quand on parle des institutions ici, il faut savoir... Ceux qui sont au pouvoir. Oui, parce que quand on parle des institutions, il y a l'institution normative qui est la loi et l'institution organique qui est l'organe. Et quand on convoque l'institution normative, vous allez vous rendre compte que ceux qui sont au pouvoir ne respectent jamais la loi. Ça rend l'institution faible. Puisque la loi n'est pas respectée, l'institution organique elle-même devient faible. Donc le premier problème, c'est la fragilité des institutions en Afrique. Le premier problème, c'est ça qui fait en sorte que chaque fois qu'il y a élection, ça craint. Pourquoi? Parce que les institutions sont faibles. On n'a pas confiance aux institutions justement à cause de ça. Ça fait donc qu'on se retrouve avec des acteurs qui ne sont pas sérieux, que ce soit ceux qui gouvernent ou ceux qui aspirent gouverner. La deuxième chose en réalité, c'est parce que aussi en Afrique, on est dans ce que j'appelle des systèmes politiques monocratisés où tout se résume à la volonté du chef de l'État, où vous avez l'impression que le pouvoir exécutif a émasculé tous les autres pouvoirs. Si on prend le cas du Cameroun, pourquoi l'élection présidentielle est très convoitée? Mais parce que tout est concentré. Si certaines choses ou certaines décisions ou certaines compétences étaient réellement déconcentrées, on ne regarderait pas trop la fonction présidentielle. Donc, tout se résume à la volonté du chef de l'État au Cameroun. On veut avoir une route, il faut écrire au chef de l'État. On veut avoir un puits en Komtou ou en Angaï Boko, il faut écrire au chef de l'État. Il y a un conflit entre couples. Il faut écrire au chef de l'État
pour que par sa magnanimité, il apporte une solution. C'est ça le véritable problème dans nos systèmes politiques. Et le troisième élément rejoint ce que j'ai évoqué en premier lieu, un déficit de transparence. Vous savez, quand les institutions jouent avec les lois, ça pose un problème de transparence. Et à tout moment et à tous les niveaux, il y a toujours suspicion. Ça fait que même quand le processus électoral est transparent, il y a des suspicions qui font que à tout moment, ça peut créer ce qu'on connaît souvent en Afrique. Et pourquoi? Vous allez voir que même avec le dernier élément que j'évoque, on incrimine encore les acteurs politiques, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition. Pourquoi? Parce que le peuple souffre d'un déficit de culture politique. Et ce déficit de culture politique est consubstantiel au fait que les acteurs politiques ont démissionné de leur mission de socialisation politique. Ça, c'est important de le dire. Que ce soit les partis au pouvoir ou les partis d'opposition, ils ont démissionné de la socialisation politique. Ça fait donc que le citoyen qui a ce déficit de culture politique-là ne comprend pas véritablement les enjeux. Parce que prenons les conflits post-électoraux, les qui descendent, ce sont les citoyens qui souffrent de ce déficit de culture politique-là. Prenons les cas des pays africains où vous allez vous rendre compte que l'électorat encore fortement sociologique. C'est un défaut de culture politique. On ne comprend pas qu'en réalité, on ne choisit pas quelqu'un pour me gouverner parce qu'il est du même village que moi. On choisit quelqu'un qui doit me gouverner parce qu'en réalité, je partage la même vision de la société que lui. Qu'il soit Bamileke, Eton, Ewondo, Douala, Boulou. Si je partage son idéologie, c'est l'idéologie qui m'intéresse. Mais prenez les pays africains, vous allez vous rendre compte que c'est la sociologie qui passe avant l'idéologie. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas éduqué. Donc vous voyez donc que c'est l'ensemble de ces éléments-là réunis qui font en sorte qu'en Afrique, quand on dit élection, tout le monde est sur le qui-vive. Parce qu'on ne sait pas ce que les résultats de cette élection produiront. Exactement. Oui, il a parlé d'une fragilité, la fragilité institutionnelle, la fragilité de l'institution, qui, ma foi, reste justement le socle sur lequel et par lequel repose une nation, et même justement l'identité de celle-ci. Quand on parle d'élection et que la fragilité commence à se faire ressentir et pressentir à ce niveau, je pense effectivement qu'il y a problème. Jean-Marie. Oui, Jean-Bruno, je pense que le tissu social est un indicateur fort dans le déploiement du fait ou de l'agir politique. Les questions de regroupement communautaire ou communautariste ne sont pas à prendre à la légère. Mais je voudrais quand même indiquer que il n'est pas bon de stigmatiser seulement le peuple, parce qu'il se passe comme une complicité des agendas qui ne sont pas toujours révélés. J'ai envie de dire que les acteurs politiques de premier rang tirent profit de ce que il a parlé de la suspicion. Moi, j'ai même envie de dire de l'hystérie collective qui s'empare souvent du peuple à l'issue des échéances électorales. Cette hystérie collective se vit à travers deux bords. Vous avez le bord des vainqueurs qui scandent leur joie, sans même savoir de quoi ils sont bénéficiaires. Et vous avez maintenant le bord des perdants qui sombrent aussi dans une sorte d'hystérie collective. Et généralement, c'est la rue qui les accueille, aux grandes dames de leur vie parfois et de leur liberté, parce que beaucoup se retrouvent parfois incarcérés. Ça craint pas faute des institutions fortes. C'est même un vœu pieux de parler des institutions fortes. La politique se définit beaucoup plus dans une dynamique de processus. L'élection, c'est un processus. Et quand on parle du processus, il y a des étapes avant, pendant et après. Ça craint justement parce que c'est d'abord une action humaine. Ça craint pour celui qui est à la conquête du pouvoir. Pourquoi? Il veut rester au pouvoir. Et il se dit, si j'arrive à perdre ce pouvoir, la suite c'est quoi? On connaît.
ça craint aussi du côté du bas peuple qui ne sait pas à quelle, permettez-moi une expression triviale, à quelle sauce il sera mangé, le bas peuple. À l'issue. Parce que le discours pas trop démagogique des acteurs politiques, on n'a pas besoin d'être économiste pour avoir les indicateurs de mesure. Moi, la vie au quotidien, je peux me lever et dire ça va ou ça ne va pas. Mais quand on suit les discours politiques, c'est des promesses à n'en point finir. Mais la réalité est brutale. Ça craint parce qu'on se pose toujours la question de savoir est-ce que cette situation va continuer, ou elle va s'améliorer, ou l'espoir, heureusement, fait vivre, comme dit l'adage. C'est à force d'espoir que nous avons peut-être un soupçon d'accalmie. Si les institutions arrivent à être fortes, elles se réguleraient par elles-mêmes. C'est même ça le principe d'une institution, qui n'a plus besoin des forces qui viendraient peut-être s'y greffer, soit pour torpiller, soit pour peut-être tirer les mailles du filet à notre actif. Revenons un peu au cas du Gabon qui nous intéresse. La Constitution est déjà un problème. Il y a le code électoral, pareil. Est-ce qu'on va dire que les institutions ne sont pas fortes, puisqu'on va nous vendre le sceau de la légitimité qu'on va obtenir à l'issue de ce scrutin présidentiel? Mais on va oublier qu'à la base, il y a déjà des entorses. Ce sont ces entorses donc qui donnent à penser qu'on n'est pas toujours à l'abri à la veille d'un scrutin, d'une élection, fût-elle présidentielle ou autre. D'accord. Je voudrais continuer tout en présentant nos sincères excuses à tous ces panafricanistes qui nous regardent à travers le monde et qui ont, depuis le début de cette émission, commencé à réagir jusqu'en ce moment. Nous avons une kyrielle de réactions, messages dans les deux sens, WhatsApp et simple réaction. Mais compte tenu du temps très imparti, je voudrais rebondir avec le docteur Faustin. Docteur Faustin, quand on a tout ce qu'on a suivi là sur la question, et surtout la chute de Jean-Marie qui nous parle des deux camps, le camp qui a gagné et le camp qui a perdu, l'euphorie qui se laisse entrevoir après justement l'élection peut présager un lendemain désolant pour la population. Pour lui, comme pour Stéphane Menouga, c'est à peu près ça, je voudrais même aussi ajouter Simon Metengue, c'est à peu près ça qui crée justement cette crainte-là qui, au préalable, habite les populations ou alors oui, le peuple africain. Jean-Bruno, tous ces facteurs, tous ces arguments sont recevables. Pourquoi les élections sacrées en Afrique? Ce que le politologue Stéphane Menouga a dit, ce que Simon Metengue a dit, ce que Amvama Jean-Marie. Ce qu'il faudrait ajouter, mais qui sera un peu détaché, blessant ou humiliant. Parce que là, nous sommes... si on parlait de mathématiques, ça ne choquerait personne. Là, on parle de comportement humain et c'est généralement difficile de se voir soi-même. Donc, si j'essaye de faire comme si je n'étais pas africain, ou comme si je n'étais même pas, du moins sur cette terre-ci, essayer de m'éloigner de l'objet sur celui qui a étudié, je dirais que les élections en Afrique, pourquoi ça craint? Parce que vous ne pouvez pas commencer à vouloir jouer au football en D1. En division 1, il y a des matchs de football qui se jouent là. Bon, oui. moi, le foot ne m'intéresse pas spécialement. Sauf que c'est la deuxième fois que vous prenez l'exemple sur le football. Parce que c'est un sport populaire, ça fait une forme de grammaire, d'alphabet, dans lequel beaucoup de personnes peuvent se reconnaître en termes d'image mentale, en termes de parabole. Donc, vous ne pouvez pas dire le football m'intéresse, et puis on dit, bon, on s'entraîne, ou vous dites, non, trouvez-moi un club de D1. On va dire, mais mon frère, même la D2, tu ne peux pas. Même la D3, vraiment, écoute, si tu commences, va d'abord faire le 2-0 au quartier. Donc, tous les jeux... Encore que le 2-0, c'est même le dernier niveau. C'est pour dire... le vrai 2-0, il faut avoir fait toutes ces étapes-là. Ou alors les interactions de nature
de nature plus ou moins équilibrée, de nature plus ou moins qui ne sont pas très déséquilibrées. C'est-à-dire des acteurs qui sont en train de jouer comme au damier, comme au songo, comme aux échecs, comme au ludo, comme au football, comme au basketball, etc. Il y a généralement des ligues, des niveaux, des niveaux d'interaction. Donc, ce que nous appelons élection là, il faut qu'on le dise, c'est une greffe sociologique qu'on a posée sur une Afrique qui n'était vraiment pas encore mûre. Donc, l'élection en Afrique, c'est une greffe. C'est quelque chose d'étranger. C'est comme si vous prenez un profane pour qu'il joue en D1. Ça ne peut pas donner. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être faire? Parce que mon Afrique que je connais, les processus électoraux, nous ne les connaissons pas encore. Et dans l'histoire du monde, nous qui avons eu l'opportunité d'étudier les civilisations, etc., ce qu'on appelle élection là, ça ne commence jamais au sommet. Ça commence toujours à une échelle très petite. Dans des villages, par exemple, d'abord, où les enjeux ne sont pas aussi acérés que dans des territoires plus grands. Donc, vous avez donc des pays africains qui ont été fabriqués artificiellement. Et dans ces fabrications artificielles, on vous dit élection du très grand chef du président. Mais il y a un déchaînement de passion là. C'est à la limite des miracles si aujourd'hui on peut faire des élections sans des hécatombes. Ailleurs, ça a commencé comment? Donc, ça rejoint l'argumentaire de Stéphane qui a dit c'est parce qu'on a trop concentré les énergies sur la présidence. Parce que si on donnait le pouvoir je voudrais dire peut-être aux conseillers, au chef du village, à je ne sais pas trop qui. Et donc, est-ce qu'on peut donner le pouvoir aux? Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est une construction qui commence à la base. Il ne faut pas croire que aux États-Unis ou en Allemagne ou en France, c'est la volonté des acteurs centraux qui donnent quelque chose aux acteurs déconcentrés et décentralisés. La société a atteint un niveau où ils sont bien conscients qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Parce que dans ces environnements, même quand ils étaient encore des monarchies, c'est-à-dire quand on acceptait qu'on pouvait hériter du pouvoir politique comme du pouvoir économique. En 5 secondes. Même dans ces pays monarchiques, quand c'était encore des monarchies, dans les villages, les chefs étaient élus. Donc le processus démocratique, c'est comme un virus qui est parti de la base et qui a grandi progressivement vers le sommet. Ça a pris du temps, ça a coûté du sang. Donc aujourd'hui, c'est resté au sommet. Quand on voit des élections en France, aux États-Unis, nous on voudrait, par un coup de baguette magique, tout de suite arriver comme des pros jouer en D1. Alors qu'au niveau tout petit, demandez à ceux qui parlent d'élections là maintenant, dites-leur, est-ce que dans vos villages, vous êtes prêts à faire en sorte qu'ils vont vous dire, ne nous apportez pas ça? Alors on finit parce que la question finale, c'est est-ce qu'on peut se dire que l'élection dans un pays africain aujourd'hui, on peut dormir sur ses lauriers et attendre un lendemain meilleur? La réponse est tout de suite non. Parce que le problème, il est structurel. Et vous allez voir, par exemple, il y a des chefs qui ont dit qu'ils accordent leur onction au chef de l'État qui va candidater. Vous voyez, par exemple, qu'un chef normal qui n'accorderait pas son onction au chef de l'État, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est percé dans sa tête. D'accord. Mais vous voyez que là, ça pose problème. Parce que vous ne pouvez pas demander à un principe monarchique de venir valider une alternance. Merci. La question reste la même. Parce que nous voulons une solution pour que l'Africain se sente dans sa peau avant, pendant et après l'élection, ou alors les élections présidentielles. Il l'a dit, les Africains ne sont pas étrangers au processus électoral. Sauf que lorsque vous voulez déjà typiser les élections, c'est là où le problème se pose. Et je ne pense pas que nous devons rester pessimistes. Moi, je garde bon espoir que si le processus se consolide, et il y a matière à penser que nous pouvons faire mieux. Stéphane,
Non, je veux simplement dire En 3 secondes. qu'il faut que les Africains arrêtent de copier ce qui ne correspond pas à leur modèle. Oui. Parce que même les Occidentaux ne sont pas dans la démocratie. Ils sont soit dans des monarchies constitutionnalisées, soit dans des systèmes aristocratiques constitutionnalisés. Parce que la démocratie, Aristote même l'a démontré, est un régime qui ne travaille pas pour le bien du peuple. Platon même a dit que c'est un régime qui ressemble à une auberge espagnole. Merci. Au-delà des aspects philosophiques de la démocratie, il faut noter que, effectivement, pour le cas de l'Afrique, il y a un problème de conscientisation des leaders. Pourquoi? Parce que je vous prends un cas de figure. Oui, un cas de figure. Oui, un cas de figure dernièrement. Voici un homme de droit. Voici un homme de droit qui connaît bien le code électoral, qui va au Conseil constitutionnel pour discréditer l'institution. Et à la fin, quand il est débouté, son collègue dit « la rue va parler ». Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'en clair, il faut que, ce ne sont pas les institutions en Afrique, sont très fortes. Mais alors, il nous faut des leaders républicains. Merci. Il nous faut des leaders républicain, je préfère choisir ce mot pour vous dire merci, Simon-Pierre Mettingué. Simon Mettingué, je vous en prie. Merci également à vous, Jean-Marie Anvama. Merci à vous, docteur Faustin. Merci à vous, Stéphane. Merci également à notre très cher docteur John, qui nous regarde depuis les États-Unis d'Amérique, qui a voulu réagir par une approche je vous dis quoi, par vidéo, mais malheureusement pas de temps parce que cette émission elle est bien précise. Il s'agit de votre programme de tous les lundis, Uru Africa. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine avec peut-être la suite de cette thématique qui reste d'actualité parce que comme au Gabon, au Cameroun, il y a quelques mois également dans d'autres pays africains, on a parlé élection et ça va revenir dans tous les cas. Nous vous disons merci et surtout en reprécisant nos excuses à l'endroit des téléspectateurs qui ont envoyé leurs messages, qui n'ont pas pu être lus compte tenu du temps qui a couru plus vite que nous. Nous vous en sommes reconnaissants à cet endroit pour la fidélité et nous vous demandons de rester connectés sur votre chaîne de proximité. C'est Info TV. Belle soirée à toutes et à tous. Au revoir. Is